Bonjour. On va peut-être donner quelques éléments de contexte sur cet avenant. Donc, l'avenant 6 à la Convention avait mis en place une réforme de la prise en charge des patients dépendants en créant le BSI en lieu et place du DSI avec une tarification en 3 forfaits de soins journaliers, remplaçant les facturations à l'acte en AIS. Le déploiement du BSI, lui, devait se faire en 4 étapes et le passage à chaque nouvelle étape était dépendant d'un bilan. La première étape, c'est-à-dire l'inclusion des patients dépendants de plus de 90 ans, s'est faite le 1er janvier 2020 et le bilan d'étape n'avait pas été favorable au passage à la deuxième étape, donc au passage à l'inclusion des patients de 85 ans et plus. Donc, ça a été reporté, d'où la signature. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Oui, ça y est, c'est fait. Excusez-moi. D'où la signature d'un nouvel avenant permettant de réviser les conditions de mise en œuvre de ce BSI. Et donc, cet avenant 8 est entré en vigueur début janvier 2022. La suivante. Donc, le déploiement du dispositif du BSI, entré en vigueur, donc, consiste en l'extension du BSI à l'ensemble des patients dépendants, quel que soit leur âge. En pratique, pour toute nouvelle prise en charge d'un patient dépendant, l'infirmier devra saisir dans l'outil BSI les besoins de son patient. Pour les patients qui ont moins de 90 ans et qui étaient déjà suivis dans le cadre d'une dépendance avec un DSI, à la fin de la validité de ce DSI, l'infirmier sera obligé de faire et de saisir un BSI. Et puis, comme le DSI ne dure que 3 mois, à compter d'avril 2022, au plus tard, plus aucune DSI ne sera en cours. Je passe la parole à ma collègue Élodie Giraud. Merci Laurence. Donc, depuis janvier 2022, le BSI est réalisé et facturé pour les patients de moins de 90 ans avec les mêmes modalités que pour les patients de 90 ans et plus. La cotation sera pour un BSI initial rémunéré 25 € et coté un DI de 2,5. Pour un BSI renouvelable, après 1 an, il sera rémunéré 12 € coté un DI de 1,2. Et pour le BSI intermédiaire, il sera rémunéré 12 € coté un DI 1,2. Vous avez la possibilité de coter 2 BSI intermédiaires sur 1 an. Toujours depuis janvier 2022, les soins dispensés aux patients de moins de 90 ans continuent à être facturés en AIS jusqu'aux prochaines étapes de déploiement du dispositif BSI, sur lesquelles on reviendra. Pour les patients de 90 ans et plus, au niveau de la facturation, le BSI affiche automatiquement le niveau du forfait journalier à facturer à l'assurance maladie. Les déplacements sont facturés en IFI et les actes techniques qui sont autorisés en plus du forfait BSI sont facturés en AMX. Pour les patients de moins de 90 ans, au niveau de la facturation, le BSI a été adapté et permet à l'infirmier de renseigner dans le volet facturation la cotation en AIS. Les déplacements sont facturés en IFD et les actes techniques, donc ceux qui sont autorisés en plus des AIS 3, ils sont facturés en AMX. À partir des 90 ans du patient, les soins sont facturés en forfait BSI pour ceux qui sont déjà suivis et qui bénéficient d'un BSI en cours. Il est nécessaire de faire un BSI de renouvellement aux 90 ans du patient en dupliquant le précédent, même s'il a moins d'1 an. Cela permet la mise à jour du volet facturation et affichera le forfait BSI. Pour le déploiement du BSI, il y aura une nouvelle tarification des soins à partir de septembre 2022. Le BSI sera étendu aux patients dépendants âgés de 85 ans et plus. Dans un second temps, en avril 2023,
Les forfaits BSI seront étendus à l'ensemble des patients dépendants, quel que soit leur âge. J'attire votre attention, on ne pourra plus facturer les actes AIS après un délai de 3 mois à compter de la bascule vers une nouvelle étape. Il y aura forcément un rejet des actes AIS par le système. Comme expliqué sur les différentes diapos précédentes, pour les patients de 90 ans et plus, il n'y aura aucun changement. Pour les patients de moins de 90 ans, il faut se référer au calendrier de déploiement des mesures avec les différentes étapes. Pour conclure, le BSI est obligatoire pour facturer un forfait journalier des soins. En mode brouillon, il n'est pas valide. Il faut bien le clôturer pour pouvoir facturer. Le BSI saisi doit être le reflet des seules interventions que l'infirmier réalise. Il a une durée de validité d'1 an. Il est important de ne pas oublier de le renouveler chaque année avec une nouvelle prescription médicale. Le forfait n'est facturable qu'une seule fois par jour et par un seul infirmier. S'il y a plusieurs passages par plusieurs infirmiers différents, un seul d'entre eux pourra coter le forfait. Néanmoins, chaque infirmier facturera les actes techniques autorisés en plus du forfait. Laurence? Oui, et pour conclure, donc le calendrier de déploiement de ces mesures, le lancement à blanc, c'est-à-dire sans la facturation forfait pour les patients de moins de 90 ans qui sont désormais en BSI pour les patients dépendants. En janvier, donc un bilan d'étape, car tous les déploiements des différentes étapes seront soumis au bilan. Un bilan d'étape numéro 1 en août 22. Si tout se passe bien, le déploiement de l'étape numéro 2 avec le passage en forfait de soins pour les 85 à partir de 85 ans, donc un nouveau bilan d'étape en février 2023 et si tout va bien, le déploiement de l'étape 3, c'est-à-dire la généralisation du BSI en avril 2023. Voilà. Nous allons retrouver les différentes mesures d'accompagnement portant sur le dispositif du bilan des soins infirmiers. Juste un instant, voilà. Dans cette slide, vous retrouvez les différentes campagnes de diffusion des messages osmose que nous vous avons adressés au fil des mois. Donc en novembre 2021, 2 campagnes. La première donc pour rappeler les règles de saisie du BSI et de facturation des actes liés à la dépendance, et puis également le message concernant le blocage de la facturation des AIS pour les patients de 90 ans et plus. En décembre 2021, vous avez été destinataire d'informations concernant l'extension de la saisie du BSI à l'ensemble des patients dépendants, mesure entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Ont également été destinataires les médecins concernant cette information, concernant la synthèse des BSI saisis. Et puis en janvier 2022, le rappel de l'extension de la saisie du BSI à l'ensemble des patients dépendants à compter du 1er janvier 2022. Vous serez destinataire en amont de chaque nouvelle étape d'information sur l'entrée en vigueur de ces étapes et des évolutions, bien entendu, induites pour votre profession. Je passe la parole à Christophe pour vous présenter l'outil. Bonjour, je vais vous présenter donc l'outil BSI donc, qui est accessible à partir du compte Amélie Pro. Alors déjà, le BSI se compose d'un volet administratif, d'un volet médical et d'un volet de facturation. Une fois ces volets complétés, une synthèse est générée automatiquement et elle est transmise au médecin prescripteur, puis à l'organisme local de l'assurance maladie. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, pour saisir un BSI, vous devez obligatoirement vous connecter à Amélie Pro avec votre carte CPS.
une connexion par identifiant et mot de passe ne permet pas l'accès au BSI. Donc, si vous avez des difficultés pour vous connecter par carte CPS à Amélie Pro, je vous invite à contacter votre conseiller informatique et services. Voilà, il vous accompagnera pour débloquer la situation et que vous puissiez accéder au téléservice bilan de soins infirmiers. Slide suivante. Alors, une fois que vous êtes connecté à Amélie Pro avec votre carte CPS, que vous avez été dans la partie bilan de soins infirmiers géré, vous allez arriver sur la page de gestion. On y retrouve la liste de vos patients pour lesquels vous avez effectué un BSI. Donc, on le voit là sur la partie de droite, il y a plusieurs BSI en cours. C'est les derniers BSI en fait. Si vous cliquez sur l'un de ces patients pour accéder au dossier patient, celui-ci regroupe la liste des BSI que vous avez effectués pour ce dernier. Alors, donc le dossier patient regroupe toutes les informations BSI du patient. Donc, on voit sur l'entête, vous avez le nom, prénom, le numéro de sécurité sociale, la date de naissance. Sur la partie de gauche, on peut voir la nature du BSI. Donc, si c'est un BSI initial, un BSI renouvelé. Vous avez également la date de création, l'horodatage de transmission et de clôture. Et vous avez accès également à la synthèse du BSI. Et la partie de droite permet de visualiser le statut, ainsi que les actions à faire en fonction justement de ce statut. Donc, dans la slide suivante, donc dans le dossier patient, l'infirmier peut créer un nouveau BSI pour ce patient ou intervenir sur les BSI déjà existants en fonction de son statut. Donc, pour les brouillons, on peut reprendre la saisie. On peut le supprimer définitivement. Pour les BSI clôturés, on peut accéder à la synthèse. Pour les BSI en attente, on est en attente, donc on ne peut rien faire. Et pour les BSI clôturés, on peut renouveler le BSI ou simplement l'archiver. Alors, on revient maintenant là sur la page de gestion. Donc, il y a un bouton BSI archivé en haut à gauche. Il permet de consulter donc, les BSI qui ont été archivés par l'infirmier. Il y a également un bouton Créer BSI en haut à droite qui permet, comme son nom l'indique, de créer un BSI pour le patient que vous avez préalablement identifié sur la page d'accueil Amélie Pro. Alors, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais en fait, sur la page d'accueil Amélie Pro, vous avez la possibilité à droite de saisir le numéro de sécurité sociale du patient ou de lire sa carte vitale. Donc, si vous passez par cette étape-là, une fois sur la page de gestion du BSI, vous faites créer BSI et ça va créer le BSI pour ce patient-là. Alors, on retrouve également sur cette page de gestion une barre de recherche qui permet d'effectuer des recherches par nom, par prénom, par numéro de sécurité sociale ou par statut. Et on peut également effectuer des filtres ou des tris par date ou par nom. Alors, il y a également au haut de la page de gestion des messages d'alerte pour prévenir l'utilisateur que certains BSI sont restés à l'état de brouillon. Donc, vous voyez, c'est la petite bande en haut qu'on voit là, en dessous de bilan de soins infirmiers. On retrouve aussi la liste des BSI à renouveler sous 15 jours. Donc, ça, c'est un petit système d'alerte également qui vous permet de vous prévenir qu'il y a des BSI à renouveler. Alors, concernant la liste des BSI archivés. Alors, premièrement, un BSI archivé, il n'apparaît plus dans la liste des BSI du dossier patient. Vous le retrouverez uniquement dans la partie BSI archivé, accessible à partir du bouton de la page de gestion. On y retrouve une barre de recherche également, permettant de rechercher par nom, par numéro de sécurité sociale, la liste des BSI archivés avec leur synthèse accessible au format PDF. Alors, certaines opérations peuvent engendrer un envoi de mails de notification vers la boîte de messagerie de l'infirmier ou du médecin prescripteur. Alors, concernant les infirmiers, ils peuvent recevoir des mails concernant la notification de la clôture automatique d'un BSI, une notification de présence de BSI enregistré en brouillon depuis plus de 3 semaines, ainsi qu'une alerte concernant les BSI à renouveler envoyés 15 jours avant leur échéance.
Côté médecin prescripteur, il peut recevoir une notification de réception d'un BSI. Voilà, donc je passe la main à ma collègue Virginie Le Guen pour mon espace santé. Alors, mon espace santé, donc vous pouvez dès à présent activer votre profil sur mon espace santé puisqu'il est disponible depuis début février. Donc, comment s'articule mon espace santé? Donc, on a différentes fonctionnalités. Les fonctionnalités qui sont actuellement disponibles donc depuis le lancement, on va en avoir deux principales. Donc, les documents de santé qui sont qui peuvent être consultés et alimentés par l'usager et par le professionnel de santé. Donc, on y retrouve le volet de synthèse médicale, les ordonnances, les documents comme les comptes rendus d'hospitalisation, les résultats de laboratoire. Donc, cette brique-là s'appuie principalement, ça reprend les éléments du DMP. Donc, si vous aviez un DMP d'ouvert, tout l'historique va venir se caler sur l'espace santé et sinon, ça permettra de l'alimenter au fur et à mesure. Le profil médical, donc là, c'est une partie qui est alimentée par l'usager. Donc là, vous avez la possibilité de rentrer vos antécédents médicaux, les vaccinations que vous avez eues, si vous avez des allergies particulières, des mesures de santé, un traitement. Et vous pouvez partager donc ce profil avec le PS via la synthèse qui est éditée par l'usager. Ensuite, on a la messagerie de santé, donc, qui permet en fait un échange sécurisé des informations entre le professionnel de santé et l'usager. Donc, on parle de messagerie de santé pour le PS et on parlera de messagerie citoyenne de santé côté assuré. Donc, courant 2022, on aura de nouvelles fonctionnalités qui seront mises en place, à savoir l'agenda de santé, qui permettra notamment d'enregistrer automatiquement les rendez-vous médicaux des patients et également toutes les informations concernant les préventions. Voilà, s'il y a besoin d'un rendez-vous de prévention dans le cadre d'un dépistage ou autre, ou d'un rappel de vaccination, tout ça sera alimenté dans la partie agenda de santé. Et également un catalogue de services, donc ce qui permettra en fait, c'est un store en fait qui permettra aux patients d'aller directement dans ce catalogue et d'avoir accès à toutes les applications de santé qui seront évidemment des applications labellisées par l'État. Donc le processus de création. Il est très simple puisque c'est une création automatique. Donc, ça se fait automatiquement pour les assurés, sauf s'ils veulent s'opposer à la création de leur espace. Donc, on recevra un courrier, donc ça sera soit un mail, soit un courrier postal, de façon à ce qu'on ait tous les éléments pour la création donc, de l'espace santé et surtout les dispositions qui nous permettront de nous opposer à la création de l'espace. Sachant qu'au bout de 6 semaines, après l'envoi du courrier, si on n'a pas émis d'opposition particulière à la création de l'espace santé, il y aura la création qui sera automatiquement. Alors, le déploiement au niveau notamment, bon, là, vous avez toutes les informations département par département. En ce qui concerne le Val d'Oise, il va y avoir donc les invitations qui seront envoyées à partir du 21 mars aux assurés et une création automatique à partir du 2 mai, sauf opposition. Alors, sachant que vous pouvez très bien créer dès à présent votre espace santé, vous n'êtes pas obligé d'attendre de recevoir le courrier ou le mail. Vous pouvez aller directement sur le site et créer votre espace. Voilà, donc je vous invite à le faire, c'est vraiment quelque chose de très simple. Voilà, ça vous permettra en plus d'avoir une idée un peu plus précise de toutes les fonctionnalités que le dispositif peut présenter. C'est bon pour moi. Un grand merci à vous tous pour cette présentation qui m'a paru claire. Néanmoins, on a eu en amont de la réunion un certain nombre de questions. Si les participants ont de nouvelles questions à nous poser, n'hésitez pas à utiliser le fil de discussion
pour nous poser toutes vos questions et nos experts tenteront d'y répondre. Alors, je vais en profiter, Delphine, si tu le permets, Oui. simplement pour faire un petit rappel aux infirmiers concernant le forfait d'aide à la modernisation et à l'informatisation du cabinet. Vous devez absolument aller saisir vos indicateurs sur Amélie Pro pour pouvoir prétendre à cette aide. Donc, pour rappel, voilà, c'est dans la partie convention et vous avez déclaré mes indicateurs. Donc, à cet endroit, vous devez indiquer le nom de votre logiciel métier. Une nouvelle fois, le nom de votre logiciel métier DMP compatible. Donc, dans 90% des cas, c'est le même. Pensez bien également à indiquer la bonne version. Donc, pour ces deux indicateurs, vous devez nous transmettre une pièce justificative. Donc, c'est une attestation que doit vous fournir votre éditeur de logiciel qui doit être nominative et qui doit indiquer le nom du logiciel que vous utilisez et qu'il est bien DMP compatible. Vous devez également indiquer le type de messagerie sécurisée de santé que vous utilisez. La plupart du temps, ça a déjà été renseigné, mais quand même à vérifier. Et puis, vous avez également deux autres indicateurs concernant les télésoins. Et enfin, un indicateur concernant l'exercice coordonné, donc simplement répondant par oui ou par non. Donc ça, vous devez le faire avant le 3 mars. Donc vous avez jusqu'au 2 mars pour le faire. Et voilà, c'est important parce que si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas avoir les 490 € du forfait d'aide à la modernisation, à l'informatisation du cabinet professionnel. Voilà. Merci pour ton rappel, Christophe. De rien. Voilà. Donc, parmi les questions, nous en avons une qui concerne les patients qui ont un numéro de sécurité sociale provisoire. Vous savez, ce sont les numéros qui commencent par le chiffre 7 pour les hommes et le 8 pour les femmes. Et la question posée, c'est comment faire si le NIR n'est pas reconnu? Donc, la réponse pour cette question, c'est que pour l'instant, nous ne pouvons pas saisir les BSI pour les patients qui ont un numéro provisoire. Donc, l'attention des développeurs a été attirée sur le sujet. Pour l'instant, la question est en cours d'expertise et provisoirement, on ne peut pas saisir de BSI pour les patients qui ont un NIR provisoire. Excuse d'intervenir, je suis infirmière libérale sur Herblay. J'ai posé une question qui ressemble énormément à celle que vous venez de citer. Alors, ça n'était pas pour un numéro provisoire, mais pour un patient que j'avais bien enregistré avec sa carte vitale. Son numéro commence par 1. Quand j'ai voulu inscrire le NIR sur la page Amélie, on me dit que le NIR n'est pas reconnu. Je l'ai signalé. On m'a dit qu'il y avait effectivement des bugs et qu'il fallait attendre au moins 15 jours. D'accord. Le patient a plus de 90 ans? Non. Non. Et c'était peut-être au cours du mois de janvier? Non, j'ai téléphoné là tout récemment, la semaine dernière de mémoire. La personne a vérifié, ses droits sont bien ouverts. Oui. Mais je ne peux pas accéder à son NIR. D'accord. Donc, je ne peux pas créer le BSI, au-delà des problèmes de facturation que vous pouvez comprendre, puisque pour le moment, j'interviens sans BSI. J'aimerais que la situation se débloque et en espérant que ça ne se reproduise pas trop. Mais a priori, c'est un bug, d'après ce que m'avait précisé le service informatique. Vous avez contacté le 3608, c'est ça? Oui. D'accord, ok. Et la personne en question, c'était une personne qui dépendait d'un régime particulier ou c'était une personne dépendante du régime d'assurance maladie? Non, régime particulier, mais qui était bien reconnu par la personne que j'avais eue en première intention, qui a vérifié ses droits. Et j'ai d'autres personnes qui sont rattachées à la même caisse que je peux sans problème. Fonctionne, oui, tout à fait. Normalement, de toute façon, ça doit fonctionner pour l'ensemble des patients, le BSI. Oui. Alors, moi, je vous conseille effectivement de réessayer, parce que des fois, c'est des petits bugs qui sont momentanés, ils ne durent pas très longtemps. Donc, réessayer. Dans tous les cas, vous avez bien fait. C'est au niveau du 3608 qu'il faut faire remonter l'information. Et eux, après, font remonter l'information plus haut justement pour régler ce type de problème. Donc, réessayer régulièrement.
Oui, j'essaye quotidiennement, là, depuis une dizaine de jours. Pour le moment, la situation n'est pas débloquée, donc j'espère que ça ne durera pas trop. D'accord, ok. Excusez-moi, mais c'est uniquement pour ce patient-là? Pour le moment, oui, puisque c'était un renouvellement de DSI, donc je les découvre au fur et à mesure. D'accord. Alors après, Madame Kelfet, si effectivement le problème perdure, hein, écoutez, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je suis le conseiller informatique qui m'occupe notamment d'Herblay. Oui. Je verrai avec la hotline nationale. Mais c'est vrai que c'est des choses qui ne sont pas traitées au niveau local, hein. Donc après, nous, on est un petit peu dépendant finalement de l'intervention du national. D'accord, merci. Vous avez mes coordonnées, je pense, non? Oui. Très bien. Donc, on pourra effectivement servir de relais pour faire remonter les dysfonctionnements rencontrés sur le téléservice. On a une autre question dans le fil de discussion. Pouvez-vous nous réexpliquer le passage d'un patient de 89 ans ou 90 ans? Donc là, il s'agirait d'un patient de 89 ans qui était pris en charge dans le cadre d'une DSI, pour lequel il y avait une DSI prescrite. Et si je comprends bien, la question, c'est comment faire pour ce patient pour rédiger le BSI. Il n'y a pas plus de détails dans le Oui, fil il n'y a de pas plus de discussion. détails. Quoi qu'il en soit, pour les DSI qui sont en cours, on termine les soins qui sont prescrits pour une durée de 3 mois. Et dès lors que les soins sont terminés, vous devez rédiger un BSI, quel que soit l'âge du patient. Donc là, si vous avez des patients qui ont une DSI en cours, vous terminez les soins et c'est à l'issue du délai de la DSI que vous rédigerez un BSI. Si je puis me permettre, je vais apporter une petite précision parce que on parle ici de DSI. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la pratique courante, cet outil n'a pas été, comment dire, utilisé par la majorité des infirmiers et qu'il reste encore minoritaire dans la pratique courante. Je veux dire par là qu'il y a encore beaucoup d'infirmiers qui utilisent des demandes d'entente préalable qui ne devraient plus avoir cours depuis un certain temps, mais qui, et c'est la réalité, sont encore utilisés aujourd'hui. Donc, ce qui est important de bien expliquer aux collègues, c'est que à partir de janvier, donc à partir de maintenant, que ce soit des DSI, je dis bien D comme Dominique, ou des demandes d'entente préalable, celles-ci n'ont plus cours et que pour l'ensemble des patients dépendants, qu'il y ait marqué BSI sur l'ordonnance ou qu'il y ait marqué soins de nursing, aide à la toilette, etc., tous les soins qui sont en rapport avec la dépendance, tous ces patients doivent faire l'objet d'un BSI. Alors la différence, c'est que quand ils ont 90 ans et plus, on facture en BSI, BSA, BSB, BSC, mais qu'en dessous de 90 ans, on continue à facturer en AIS. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que lorsqu'on a mis en place le BSI pour les plus de 90 ans, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de forfaits lourds qui étaient mis en place avec une augmentation de la charge financière, je dirais, des remboursements, et que donc aujourd'hui, on fait des BSI à blanc pour essayer d'évaluer si dans les tranches inférieures, donc aujourd'hui à partir de 85 ans ou en dessous, on ne va pas arriver finalement à faire une moyenne. Il est vrai que les plus de 90 ans sont des patients qui sont énormément consommateurs de soins. Donc aujourd'hui, les BSI sont faits à blanc pour permettre à l'assurance maladie d'évaluer
l'impact financier. Et donc, ce que vous avez vu dans le calendrier qui vous a été présenté, c'est qu'après chaque mise en place d'une tranche d'âge, 85 ans par exemple, il y a une évaluation qui est faite 3 mois après pour voir si c'est soutenable pour l'assurance maladie ou s'il y a des choses à revoir, soit dans les algorithmes, soit dans la facturation. Bref, tout ça sont des choses qui seront négociées au niveau national. Donc, il faut être bien clair sur le message. À partir de janvier, à partir de maintenant, plus de demandes d'entente préalable, plus de DSI. On ne fait que des BSI pour tout le monde. Je voudrais également apporter une précision concernant les patients pour lesquels le BSI a été réalisé alors qu'ils avaient moins de 90 ans, et je pense que ça répondra à la question. Dès lors que le patient atteint l'âge de 90 ans, pour vous permettre de faire cette bascule justement entre les AIS et les différents forfaits facturables dans le cadre de ce BSI, vous devez nécessairement faire un BSI de renouvellement aux 90 ans du patient. Donc simplement, il suffit simplement de dupliquer le BSI précédent, même s'il a moins d'1 an, de manière à ce que le volet de facturation se mette à jour et puisse vous afficher justement le forfait BSI à facturer pour votre patient. Je reprends, excusez-moi, je vois le fil de discussion qui s'enrichit. Est-ce que l'entente préalable court toujours pour les traitements? Bien sûr, pour ceux qui ont été faites, par exemple, en décembre. Si vous avez fait une demande d'entente préalable en décembre, elle court pour 3 mois, donc jusqu'à a priori février ou début mars. Mais par contre, dès que l'âge de 90 ans est atteint, comme vient de le dire Madame Lefebvre, il faut faire un BSI de renouvellement pour pouvoir passer sur les forfaits BSA, B ou C. Vous ne facturez plus en AIS dès que le patient a 90 ans. Merci. Nous avons une question quant au délai pour rédiger un BSI. Donc, si nous comprenons bien, c'est sous quel délai après la prescription médicale faisant état d'un besoin de soins pour dépendance, vous devez rédiger le BSI. Eh bien, c'est sans délai. Dès lors qu'un patient vous présente une prescription médicale, vous devez rédiger le BSI. Puisque tant que le BSI n'est pas rédigé, il ne peut pas être facturé. Et normalement, vous ne pouvez pas commencer les soins. Voilà, donc c'est sans délai. Une autre question à laquelle il nous semble important de répondre, la question portait sur les ordonnances rédigées par un établissement hospitalier. Très souvent, lorsque l'infirmier rédige le BSI, l'établissement hospitalier ne répond pas. Vous savez, il y a un échange entre le prescripteur et l'infirmier qui va réaliser les soins. Eh bien, l'intérêt du BSI, c'est que s'il n'y a pas de retour du médecin prescripteur, vous avez possibilité de le clôturer dans un délai de 5 jours. Par contre, pour le cas où vous le clôturez pour l'établissement hospitalier, vous devez, par messagerie sécurisée de santé ou par voie postale, transmettre la synthèse du BSI au prescripteur. Et ça vaut tant pour les praticiens hospitaliers que pour les praticiens libéraux. La synthèse doit être adressée au prescripteur. La synthèse, bien entendu, quand c'est des professionnels de santé libéraux, elle est transmise par Amélie Pro. Pour vous, c'est transparent. Oui, puisque le BSI ne peut se faire qu'à travers le téléservice partagé entre l'infirmier et le médecin. Voilà. On a eu une question aussi sur l'obligation d'avoir une ordonnance pour pratiquer le BSI. Oui, comme pour tous les soins, une ordonnance est nécessaire pour que vous puissiez facturer et rédiger
le BSI. Néanmoins, la mention de BSI n'est pas indispensable sur l'ordonnance. C'est ce que disait M. Morthéo. Dès lors que vous avez une prescription de soins pour un patient dépendant, vous pouvez rédiger le BSI. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Madame Tavernier nous dit que peu de médecins répondent au BSI. Donc, les médecins sont sensibilisés en même temps que les infirmiers sur toutes les évolutions des téléservices. Donc, lors des accompagnements, les médecins sont sensibilisés tant par les conseillers informatiques et services que par les délégués de l'assurance maladie. Si je peux me permettre, je vois que des collègues parlent du retour d'avis des médecins traitants et disent qu'il y a très peu de retours. Moi, je serais tenté de dire tant mieux, puisqu'en général, quand il y a des retours, c'est qu'il y a un désaccord sur votre bilan et celui que le médecin pourrait percevoir. Donc, que vous n'ayez pas de retour, ce n'est pas un problème, puisqu'on vient de vous dire que sous 5 jours, le BSI est considéré comme accepté et que donc, ça ne vous empêche pas de pratiquer les soins. Maintenant, envoyer des résumés, comme on vous l'a dit, comme M. Agneau vous l'a dit, lorsqu'il s'agit de vos médecins traitants ou de médecins libéraux, vous n'avez rien à envoyer puisque ça se fait automatiquement quand vous faites votre BSI. Voilà. Maintenant, pour les hôpitaux, effectivement, on vient de vous dire aussi qu'il fallait envoyer des synthèses. Moi, je ne suis pas persuadé qu'ils arrivent à la bonne personne dans les services, mais pourquoi pas. De toute façon, cette synthèse ne doit pas être envoyée en recommandé. Il est donc difficile de dire de la part du service hospitalier qui ne l'a pas reçu. Donc là, je pense que c'est un peu un volet de sécurité qui ne sert pas vraiment à grand-chose. Maintenant, moi, je reviens sur ce qu'a dit Madame Fauveau sur la nécessité de faire un BS immédiat. Il est vrai que lorsqu'on faisait des demandes d'entente préalable, on n'avait pas les ordonnances forcément tout de suite. Par contre, il fallait souvent commencer tout de suite les soins. Ce que j'espère, c'est que dans l'avenir, un délai sera possible pour rédiger ces BSI. En tout état de cause, c'est impossible lorsqu'on commence des soins le vendredi et qu'on a l'ordonnance des fois le lundi ou le mardi, de faire un BSI dès le vendredi. Donc là, je pense que le système est en train de se roder, mais il faudra prévoir des mesures d'adaptation parce que même chez les médecins, on voit bien qu'ils ne répondent pas, en tout cas pas beaucoup. Il faudrait permettre aussi aux infirmiers d'avoir un peu de temps de faire de la gestion parce que l'essentiel de notre activité, c'est quand même l'activité soignante. Alors effectivement, nous en sommes bien conscients et c'est tout l'intérêt de co-animer ce type de réunion avec des gens qui ont l'habitude. Nous présentons les grands principes et le fruit des négociations avec nos représentants respectifs, mais on se rend bien compte que sur le terrain, les difficultés sont réellement rencontrées par les infirmiers. Donc moi, je vous donne les grands principes, mais comme enfin, vous faites de votre mieux, bien évidemment. L'intérêt de ces BSI et de cette prise en charge coordonnée, in fine, c'est vraiment dans l'intérêt de nos assurés sociaux et des patients que vous prenez en charge. Donc après, vous faites de votre mieux. Et l'intérêt de le rédiger, quand je vous ai dit vous le rédigez de suite, c'est dès lors que vous avez la prescription médicale. Alors, une question sur 2 infirmières qui interviennent dans la même journée auprès du même patient. Je crois que c'est une question à laquelle on a déjà répondu lors de la mise en place du BSI.
en fait, un seul forfait n'est facturable par jour sur un patient. Donc, 2 infirmières interviennent dans la même journée. OK. Eh bien, soit elles se partagent les honoraires, soit elles conviennent d'un rythme de facturation un jour sur 2. Mais en tout état de cause, et ça ce n'est pas nouveau, hein, ça fait partie de l'avenant 6, il y a un seul forfait, bon, avec plusieurs passages éventuellement, hein, bien sûr, mais par exemple, si vous avez un BSB, vous pouvez le facturer qu'une fois par jour pour un patient. Donc, c'est sûr qu'après, c'est au niveau des collègues de préciser la clé de répartition. Si par exemple, la charge en soins du matin est plus élevée que la charge en soins du soir, c'est à elle de se répartir le forfait en fonction de la charge en soins des 2 interventions. Sur le site amélie.fr, dans la rubrique infirmier, vous avez un petit guide sur les modalités de rétrocession, justement, dans le cadre des prises en charge des BSI. Je ne vois pas d'autres questions dans le fil de discussion. Il semblerait que nous ayons été clairs, du coup. Non. Vous n'avez plus de questions? On peut peut-être reprendre celles qui nous ont été posées en amont? Oui, Faire le tour? J'ai abordé les sujets. Donc, sur la prescription médicale, on a apporté la réponse. Une question. Si pas de notion de dépendance et uniquement des soins standards, doit-on rédiger un BSI? Eh bien non. Le BSI est à réaliser uniquement pour les patients présentant des soins pour dépendance. Que cette dépendance soit permanente ou temporaire d'ailleurs. Une question sur le renouvellement du BSI. Donc, ça a été abordé. Donc, la durée de validité d'un BSI, c'est 1 an. Donc, vous avez possibilité de le renouveler chaque année avec une nouvelle prescription. Le BSI intermédiaire peut être rédigé si au cours de l'année, la situation du patient évolue dans un sens ou dans l'autre. Et les BSI intermédiaires, c'est maximum 2 par an pour un même patient. Voilà, et la dernière question portait sur plusieurs passages quotidiens. Monsieur Morthéo, vous venez d'y répondre. On voit une question. Lors des renouvellements, les médecins ne renouvellent pas la prescription partant du principe que l'accord suffit. Ce raisonnement ne tient pas, puisque les soins infirmiers ont toujours été sur prescription médicale. Je pense que là, il y a peut-être au niveau de l'assurance maladie un petit rappel à faire à nos collègues médecins qui, bien sûr, ont souvent du mal à rédiger correctement des ordonnances, voire à les rédiger tout court. Mais si vous n'avez pas de prescription, automatiquement, il n'y aura pas de prise en charge par l'assurance maladie. Donc, je sais bien que, ouais, que c'est une évidence pour nous, vous avez tout à fait raison, mais on est auxiliaires médicaux, on est prescrit, et donc si on n'a pas de prescription, eh ben, on n'a pas de prise en charge, donc faut se battre. Je sais que c'est compliqué, surtout lorsque ce n'est pas des médecins qui sont proches de nous, que c'est des médecins hospitaliers qui rédigent les ordonnances avec l'application qu'on connaît. Mais malheureusement, si un jour vous avez un contrôle et que vos prescriptions ne correspondent pas à votre facturation, on aura, nous,
syndicats infirmiers, beaucoup de mal à vous défendre parce que l'ordonnance est un document médico-légal qui vous protège déjà puisqu'il vous permet de faire des actes qui sont parfois invasifs sur un patient. Donc, vous avez une prescription, ça vous protège. Et le deuxième intérêt de la prescription, quand elle est claire, c'est qu'elle vous permet de coter exactement le travail que vous faites et de ne pas être sous-coté et sous-payé. Donc, il faut aller la chercher, la prescription, et il faut insister pour qu'elle soit conforme à l'état du patient et aux actes que vous réalisez. C'est très important. Oui. Et d'ailleurs, en 2018, nous avions mené une campagne d'accompagnement vers l'ensemble des médecins prescripteurs en leur fournissant des kits de prescription type pour les soins infirmiers, avec toutes les mentions légales que doivent comporter les prescriptions médicales pour soins infirmiers. Cette sensibilisation a également été faite auprès des médecins hospitaliers par le service en charge de l'accompagnement des établissements. Donc, si vous connaissez le médecin dans le cadre de la coordination des soins, pourquoi ne pas revenir vers lui? Mais des ordonnances types ont été communiquées à l'ensemble des médecins prescripteurs. Et en 2022, là actuellement, les délégués de l'assurance maladie renouvellent leur action et notamment auprès des médecins nouvellement installés. Certains logiciels de prescription contiennent ces ordonnances types. Donc, on a une autre question là. Vous voulez répondre? Oui, donc pour des ordonnances faites pour 3 mois d'un patient de moins de 90 ans pour soins de dépendance, on fait un BSI en cotant des AIS. Et au bout des 3 mois, eh bien l'ordonnance devrait être renouvelée, mais normalement le BSI c'est pour 1 an. Oui, mais il arrive que des médecins qui restent sur l'ancienne façon de prescrivent des soins de dépendance pour 3 mois. Donc, je pense qu'il faut leur expliquer maintenant que lorsqu'on fait un BSI, c'est une procédure qui est valable 1 an, qui doit être renouvelée au bout d'1 an, qu'il n'est pas nécessaire de la renouveler tous les 3 mois, et que si l'état du patient se modifie, c'est nous-mêmes qui ferons la réévaluation du BSI. Donc, on va leur ôter un travail administratif de plus. Et donc, il n'est pas nécessaire qu'ils fassent des ordonnances pour 3 mois. Ils ont juste à marquer BSI. Ou soins de dépendance sans forcément préciser la durée, sachant que si la dépendance venait à s'arrêter, ce qui est quand même assez rare, au bout de 6 mois, automatiquement les interventions d'infirmiers devraient s'arrêter elles aussi. Oui. Donc, c'est ce que je vous disais, les médecins, dès lors qu'il y a une évolution sur les dispositions de prise en charge, tant les prescripteurs que les auxiliaires sont informés. Donc, les médecins sont bien informés de cela. Nos équipes ne manqueront pas de leur rappeler l'existence de ces nouvelles dispositions. Puisque jusqu'alors, seuls les patients de 90 ans étaient concernés, donc ça représentait peu de patients pour les médecins. Là, désormais, c'est l'ensemble de leur patientèle qui est concernée par la rédaction de ces prescriptions. Je pense que c'est comme toute mise en place d'un nouveau processus. Il y a toujours une phase de rodage. Il y a des bugs, comme on l'a vu tout à l'heure, sur des numéros de sécu. Il y a des médecins qui ne jouent pas le jeu. Il y a des infirmiers qui ne sont pas bien informés. C'est d'ailleurs l'objet de cette réunion. Je pense que quand on aura 1 ou 2 ans de fonctionnement derrière nous, il y a pas mal de choses qui seront aplanies, en tout cas, je l'espère. Mais en tout cas, ce que je voulais dire à mes collègues, c'est que le BSI, c'est très important de le rédiger avec beaucoup d'attention parce que vous prenez la responsabilité de décrire, de diagnostiquer un état du patient vu sous l'angle infirmier
et que c'est donc un document quelque part qui peut vous être opposé en cas de contrôle si l'état du patient n'est pas du tout celui que vous décrivez dans votre BSI. D'un autre côté, ça permet de valoriser aussi votre expertise, hein. Il n'y a pas que le côté bâton, il y a aussi le côté valorisation du diagnostic infirmier qui permet comme ça de montrer aux médecins qu'on a une analyse fine du patient, de ses capacités, de son environnement aussi, puisque c'est dans le BSI que souvent les médecins, quand il reste 5 minutes, ne voient pas un certain nombre de choses, notamment au niveau des aidants. Donc, c'est une fois par an, au pire 3 fois par an, donc surtout rédigez-le avec beaucoup d'attention. Je sais que ça prend un peu de temps, c'est pour ça que c'est valorisé, en tout cas le premier à DI de 5. Et c'est important que ça soit vraiment le reflet de l'état du patient. Et si cet état venait à se modifier, n'hésitez pas à faire des BSI intermédiaires, que ça soit dans le sens de l'amélioration, ce qui est rare, ou plutôt dans le sens de l'aggravation, puisque cette fois-ci, c'est vous qui avez la main sur, je dirais, le forfait que vous allez appliquer. Et ça, c'est un progrès important, puisque, souvenez-vous, il n'y a encore pas si longtemps, il fallait courir après les médecins pour avoir marqué sur l'ordonnance soins de plus de 30 minutes, etc. etc. Aujourd'hui, c'est votre analyse qui fixe le niveau de forfait. Donc, surtout, faites-la bien. Avez-vous d'autres questions? Alors, lorsque nous sommes plusieurs infirmières dans le même cabinet, y a-t-il une possibilité pour que chacune puisse voir les BSI établis par ses collègues? Christophe, tu peux nous dire? Non, il n'y a pas de possibilité. Après, c'est à vous éventuellement de vous communiquer les synthèses si vous le souhaitez. Mais il n'y a pas de possibilité à partir d'Amélie Pro de pouvoir consulter les bilans de soins infirmiers qui ont été faits par d'autres infirmiers. En plus, franchement, je ne vois pas où est l'intérêt, puisque si une cotation a été déterminée, je ne sais pas, moi, un BSB, elle est applicable à tout le monde. Je ne vois pas une collègue dire à l'autre, bah, écoute, demain, c'est toi qui travailles, tu n'auras qu'un BSA, alors qu'en fait, c'est un BSB qui a été accordé. Ou alors, s'il n'y a pas de relation de confiance dans le cabinet, oui, là, c'est un peu chaud, effectivement, mais comme vient de le dire M. Agneau, c'est par votre CPS que vous vous identifiez dans Amélie Pro. Donc, vous ne pouvez pas aller voir ce que la collègue met. Et éventuellement, peut-être sur les relevés de papier de sécu du patient, vous pourrez le voir a posteriori. Et encore, des relevés papier, il y en a de moins en moins. Mais là, effectivement, c'est dans le cas de partage d'honoraires, c'est vraiment une question de confiance, hein, en fait. Mais sinon, il suffit de demander à la collègue d'éditer la synthèse, hein, et là, vous saurez. Je ne vois plus de questions apparaître. Bon, ceci dit, ce webinaire aura quand même été riche en informations. Donc, si vous n'avez plus de questions, je pense qu'on va pouvoir lever la tenue du webinaire. Le replay vous sera adressé. Nous le mettrons à disposition également de l'ensemble des infirmiers qui n'ont pas eu l'occasion de participer aujourd'hui. Et nous allons tenter de faire une petite synthèse des questions qui ont été posées de façon à mettre à disposition comme une petite foire aux questions. Voilà. Une petite promotion aussi pour une application développée par l'assurance maladie qui s'appelle Votre Infoprat. C'est une petite application smartphone sur laquelle la caisse met toutes les actualités locales. Donc, on vous encourage à télécharger cette application,
Il suffit de 2-3 minutes pour la télécharger et vous aurez toutes les informations de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, tant sur les évolutions conventionnelles que sur la tenue de ce webinaire, par exemple. Ça a été noté dans votre infoprat. Donc, n'hésitez pas à télécharger cette application. Donc, nous vous remercions pour votre participation. Nous vous souhaitons bon courage. Et si vous avez des... Pardon? Il y a une dernière question. Ah, une copie. Ah, d'accord. Concernant les ordonnances types adressées aux médecins. Écoutez, je pense qu'on pourrait également peut-être joindre oui, ce dans type le mail, de documents. Bien sûr. Il me semble qu'elles avaient été adressées par mail lorsque nous menions la campagne en 2018. La campagne en 2018, dans mes souvenirs, oui, nous en avions parlé. Oui, on peut tout à fait les remettre. Voilà. Dans tous les cas, nous vous remercions. Si vous avez des difficultés quant à l'utilisation du téléservice, n'hésitez pas à contacter votre conseiller informatique et service. Et puis votre délégué d'assurance maladie se tient également à votre disposition pour toute question relative également à cet avenant 8. Merci à tous. Merci à tous. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Bonne journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.